Solitude d'Israël, l'admirable ouvrage de notre invité de ce soir, le philosophe Bernard-Henri Lévy, lui a été dicté dans l'urgence par la situation tragique que connaît le peuple juif depuis le 7 octobre. C'est un chant d'amour à Israël et au peuple juif, qui est imprégné à la fois de tristesse et d'espérance, d'affliction et de lumière. Un livre qui a touché nos cœurs et qui remporte un grand succès, je dirais même un succès mérité. Solitude d'Israël, dont nous vérifions, hélas, chaque jour, l'amertume, et dont vous êtes une des voix qui permet à la fois de la traverser et d'en comprendre toutes les dimensions politiques, existentielles et métaphysiques. Cette solitude d'Israël, mes chers amis, le livre de notre invité tente de la combler. Il nous réconforte avec succès, avec panache, parfois à travers la mystique juive, parfois à travers les philosophes. Et puis on retrouve ici aussi, à la suite, son empire et les 5 rois, le BHL. Combattants qui, les uns après les autres, démontent les fallacieux arguments des adversaires d'Israël. Par exemple, le fameux cessez-le-feu, réclamé à corps et à cri. Et maintenant, l'État palestinien, réclamé par certains dans la précipitation. Bernard-Henri Lévy ajoute un argument que nous entendons peu, qu'il n'y a pas de raison qu'après ces milliers de morts palestiniens, ces enfants tués à cause du Hamas, qui sacrifie sa population, pas moins que Daesh, pas moins qu'Al-Qaïda, que le peuple palestinien ne se réveille en disant « plus jamais ça ». Nous allons vous écouter, cher Bernard, vous questionner sur les 7 mois d'épreuves que nous avons vécus et sur d'autres sujets d'actualité. Laissez-moi encore vous remercier chaleureusement de votre présence ce soir à Créteil, à nos côtés. Et bien sûr, j'insisterai que votre présence nous honore. Et j'espère qu'on sortira un peu plus positif, un peu plus chaud et plus confiant en notre pays, la France. Merci beaucoup, cher Albert. Oui, nous pouvons applaudir à nouveau notre invité, vraiment le remercier très, très, très chaleureusement d'être avec nous ce soir au cœur du Val-de-Marne, dans cette communauté qui l'attend d'ailleurs depuis si longtemps. Tu l'as rappelé, cher Albert, c'est vrai que ça fait longtemps que Bernard-Henri Lévy n'était pas revenu. Tu l'avais invité il y a quelques années, et c'est un très grand honneur, vraiment, cher Bernard-Henri Lévy, de vous recevoir ce soir pour ce livre événement, traversé de merveilleuses fulgurances, mais aussi, on va en parler dans un instant, d'un véritable souffle prophétique. Alors je voudrais qu'on applaudisse également mon ami, mon camarade, le journaliste, l'éditorialiste, l'auteur de nombreux ouvrages, Sébastien Le Foll, qui est un témoin engagé de la cité, qui va porter à mes côtés un regard très aigu sur toutes les questions qu'on va aborder au cours de cette soirée. Je rappelle que Sébastien Le Foll est éditorialiste au Télégramme. Il a longtemps dirigé la rédaction du Point, un journal qui est aujourd'hui, c'est vrai, très largement engagé dans les combats qui nous concernent ce soir, ces combats citoyens républicains, ces combats français qui sont importants aux côtés du peuple juif et aux côtés d'Israël. Voilà, je vous demande qu'on l'applaudisse également. Merci à toi, cher Sébastien, d'avoir fait le voyage de Créteil. C'est pas si loin, mais il faut quand même venir. Et réservez-lui, bien sûr, le meilleur accueil. Alors, je me tais, une fois n'est pas coutume, chers amis, et je lui cède la parole. Cher Sébastien. Bonsoir, merci de m'accueillir. Alors, je suis... pour moi, c'est assez émouvant d'interroger Bernard sur ce sujet-là. Moi, j'avais été très frappé, sans doute l'avez-vous lu également, par l'un de ses précédents livres, un grand livre, qui était L'esprit du judaïsme. Et je l'avais lu comme un grand cri d'amour. Là, c'est un cri de douleur, un cri de chagrin, mais il y avait, je trouve, dans ces 2 livres, il y a une dimension très universelle qui m'a touché, moi en tout cas. Et j'avais envie de vous demander, cher Bernard, 2 mois après la parution de ce livre,
Et cette promotion, notamment, vous avez fait une promotion déjà internationale, mais surtout pour parler de la France, si ces 2 mois de promotion vous ont renforcé dans ce sentiment de solitude, ou si vous avez quand même l'impression que la dimension universelle de votre message a tout de même été un peu perçue et partagée par les Français, et ce qui démentirait ce sentiment terrible que nous avons eu après le 7 octobre, d'une indifférence, voire d'une hostilité à l'égard des Juifs. Écoutez, oui et non. Non, la solitude d'Israël et du peuple juif ne me semble pas moindre aujourd'hui que lorsque j'écrivais ce livre. Lorsque je vois les événements récents, lorsque je vois la réquisition, la proposition d'inculpation de dirigeants israéliens par la Cour pénale internationale, cette infamie absolue, lorsque je vois la manière dont bien souvent les leaders d'opinion français et américains s'y résolvent, lorsque je vois comment s'impose une espèce de discours bizarre, personne n'est au-dessus des lois, et pourquoi les Israéliens ne seraient-ils pas questionnés ou inculpés, eux aussi, au même titre que le Hamas, cela me glace, et y compris dans cette forme douce, la détestation d'Israël, sa nazification me semble aussi grande aujourd'hui qu'elle l'était dans les semaines qui ont suivi le 7 octobre. En revanche, vous avez raison, cher Sébastien, et par parenthèse, je suis très heureux d'être entre vous deux. Alexis est un de mes plus jeunes et vieux et anciens amis, et Sébastien est un ami, et il a aussi été mon directeur pendant des années au point. C'est à lui que je remettais pendant des années et des années ma chronique hebdomadaire, et ça me fait drôle d'être là à vos côtés. Il était dur dans sa lecture, non? Non, mais il était attentif. Non, j'ai une liberté totale au point, mais je sais qu'il me lisait. Mais en revanche, il m'arrivait de lui demander conseil. C'est-à-dire de lui demander qu'est-ce qu'il pensait du thème que j'avais choisi, de telle phrase, de telle... Voilà, il m'arrivait, il fait partie des quelques personnes, il vous est arrivé d'en être une autre, d'ailleurs, personne, en qui j'avais confiance pour savoir comment doser mes coups. Donc, en effet, j'ai porté ce livre un peu partout, dans les médias, et puis sur le terrain, dans des grandes villes françaises, à Marseille, à Lyon, à Nice, et ailleurs, et puis je sais plus, à Toulouse, et ainsi de suite. Et là, c'est vrai que j'ai eu un sentiment plutôt rassurant. J'ai parlé devant des assistances très nombreuses, dans des lieux qui n'étaient pas des lieux communautaires, et devant des publics qui n'étaient pas des publics juifs, qui étaient des publics amis des Juifs, amis d'Israël, ou tout simplement des âmes modérées, ou pour parler comme mon camarade Alain Finkielkraut, des cœurs justes, intelligents. Voilà. Et c'est une chose qui m'a rasséréné. Alors il y avait d'un côté, à l'extérieur du cinéma multiplex où je parlais, ou à l'extérieur du Palais des Congrès, ou à l'extérieur du palais, je ne sais plus comment, à Nice, une espèce d'énorme salle, on était 2000 ou 3000 dans la salle. À l'extérieur, il y avait des manifestants, des gens qui prétendaient m'empêcher de parler, des surexcités, soi-disant pro-palestiniens, qui n'avaient évidemment rien à fiche de la cause palestinienne, comme vous le savez. Mais il y avait dans la salle, je pense à Nice, je pense à Marseille, il y avait une grande capacité d'attention, une grande volonté de comprendre,
Et il me semble que se sont produits, dans ces circonstances-là, à plus d'une reprise, des effets de conviction. C'est-à-dire que je crois que les arguments de ce livre ont ébranlé certains et en ont convaincu certains aussi. Parce que ce livre, c'est pas seulement un cri de colère et de... Bien sûr, c'est ça. Mais c'est aussi un livre où je reviens aux racines des choses et où je prends à la lettre les termes, les éléments de langage de la propagande antisémite d'aujourd'hui. Vous déconstruisez les narratifs. Je déconstruis. De l'antisionisme radical, de l'antisémitisme. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'il... Alors, justement, puisque pour prolonger la question introductive de Sébastien, est-ce que votre livre contribue, qu'à un quart, dans la société française, dans le monde francophone, à faire un tout petit peu reculer la roue mauvaise de la nouvelle réprobation d'Israël? J'en sais rien, mais j'ai eu le sentiment physique, à de nombreuses reprises, que oui. Voilà. Que sur des questions clés, par exemple, Israël fait colonial, cette espèce d'énormité historique, quand on sait qu'Israël est le fruit d'une guerre de décolonisation, qu'Israël est né de la décomposition de tous les empires de l'époque, cette histoire d'Israël fait colonial. Il me semble que les arguments de ce livre ont un peu entamé les certitudes de certains. Sur la question sur l'équivalence entre le Hamas et Israël, qu'on a vu encore se manifester là avec l'histoire du CPI, ou sur l'argument du génocide, je crois aussi que le livre a porté ses fruits. Et qu'en tout cas, ceux des entendements de nos contemporains qui sont encore un peu ouverts à la rationalité et à la volonté de comprendre ont été ébranlés. Ça, mais alors, c'est parmi ces contemporains ouverts à la rationalité, à la volonté de comprendre, on pourrait compter a priori les étudiants de Sciences Po. Mais on les a vus reprendre à leur compte les arguments du panarabisme, on le connaît, hein, le mot d'ordre, de la rivière à la mer. Est-ce que là, il n'y a pas de quoi quand même désespérer? Est-ce que cette partie de la population, a priori, comment ce discours-là peut infuser dans des têtes aussi bien faites? Comment vous l'expliquez? D'abord, vous avez évidemment raison. Et c'est dans des lieux d'excellence de ce genre. Il n'y a pas que Sciences Po, il y a la Sorbonne, il y a des universités, des campus en région, que ce discours débile et criminel a souvent le plus prospéré. Avec tout le symbole des mains rouges et ainsi de suite. Comment j'explique C'est censé être les futurs dirigeants de la France. C'est censé être... faillite générale de l'université, des lieux d'excellence, clair. 2, lavage de cerveau par de mauvais maîtres, par de mauvais bergers. 3, les capacités de défense immunitaire contre la pensée des mauvais bergers sont tombées. Et puis 4, mais ça c'est une question fondamentale qu'avait posée dans un de ses livres l'un de mes vieux amis, qui s'appelait Jean-François Revel. Je ne suis pas sûr que même chez les excellents, même dans les élites, la volonté de comprendre soit la plus importante. Jean-François Revel disait volontiers que chez les meilleurs esprits, il y avait, il le disait d'ailleurs après Spinoza, il y avait une passion de l'ignorance. Et même une connaissance inutile. Oui. Connaissance inutile parce que passion de l'ignorance. On a beau savoir, ce savoir ne sert à rien parce qu'il y a une passion plus forte que la passion de savoir, que la libido sciendi, c'est la passion de haïr. Vous savez, on sait depuis les premières pages de Malaise dans la civilisation de Freud que ce qui fait lien entre les humains, ce qui fait religion entre une communauté, c'est pas l'amour, c'est la haine. C'est pas la volonté de partage, c'est l'envie et la jalousie mimétique. Et hélas, dans l'ordre des sociétés, la haine
est plus forte que l'amour. Et il y a des passions fondamentales qui balayent absolument la rationalité. Alors là, dans cette histoire palestinienne, il y a quoi? Il y a d'abord la passion de l'antisémitisme. Cette passion-là, elle est très fortement enracinée dans les esprits du monde arabo-musulman, dans les esprits de la vieille et de la nouvelle Europe. Alors, cher Bernard-Henri Lévy, en relisant et en préparant cette conférence de Créteil avec vous, autour de Solitude d'Israël, avec Sébastien, on a retrouvé une phrase, disons les choses clairement, prophétique, chers amis, qui écrivait notre invité de ce soir en 1982, tenez-vous bien, dans le Matin de Paris. Il y avait un journal qui s'appelait le Matin de Paris à l'époque, qui était un peu mitterrandien, plus ou moins. Que dit, oui, je sais, que dit Bernard-Henri Lévy dans le Matin de Paris en 1982? Il dit « L'antisémitisme sera de gauche ou ne sera pas. L'antisémitisme sera de gauche ou ne sera pas. » 40 ans après, le compte est bon? Hélas, oui. Bien sûr, quand je disais l'antisémitisme sera de gauche ou ne sera pas, ça voulait dire quoi? Je me souviens très bien de ce texte, et j'ajoutais que l'antisémitisme avait toujours eu besoin, à tous les âges de son histoire, d'un discours de légitimation. Cette haine-là avait toujours besoin de se présenter comme un discours d'amour. Un antisémite, c'est quelqu'un qui prétend haïr à regret parce qu'il brûle d'amour pour autre chose. Alors, les antisémites chrétiens étaient, parce que je crois que cette page est grandement tournée. Totalement. Grandement tournée. Et je pense que l'antisémitisme chrétien, aujourd'hui, est résiduel. Voilà. Il existe encore. Mais qu'est-ce qu'il disait l'antisémitisme chrétien? Il disait, attendez, j'ai rien contre les Juifs. Il se trouve juste que j'adore Jésus-Christ et que les Juifs l'ont crucifié, que les Juifs sont un peuple d'ici, donc nous sommes au regret d'eux. L'antisémitisme des Lumières, l'antisémitisme voltairien, il disait, mais attendez, j'ai rien contre les Juifs. Il se trouve juste qu'ils ont inventé le Christ, qui était juif. Et il y a là un crime dont nous sommes obligés de les tenir comptables, quoi que nous en ayons, quelque bien que nous puissions penser de... L'antisémitisme socialiste de l'époque de l'affaire Dreyfus disait pareil. Attendez, on n'est pas antisémite. On n'est pas antisémite. On n'a rien contre les Juifs. On a d'ailleurs des amis juifs. Simplement, on regarde l'état des forces sociales en France et on est obligé de constater que les plutocrates, les cumulards, les grands capitalistes, les banquiers, c'est les Rothschild, c'est des Juifs. Voilà. Donc, au nom de l'amour que nous portons à la sainte plèbe, au saint peuple des opprimés, nous sommes au regret d'ailleurs les Juifs. L'antisémitisme racial lui-même, raciste, pareil. Il disait chez Vacher de la Pouge, jusqu'aux idéologues hitlériens, il disait, attends, le problème, c'est pas les Juifs. Le problème, c'est la race aryenne. Nous, on veut une race aryenne pure, parce qu'il en va de l'avenir de l'humanité. Et nous sommes au regret de constater que ce sont les Juifs qui sont comme un poison violent, inoculé. Voilà. Donc aujourd'hui, disais-je en 1982, je disais aujourd'hui, même chose. Les nouveaux antisémites disent, attendez, c'est pas les Juifs le problème. C'est juste qu'ils sont les soutiens, les amis, les alliés d'un État criminel qui s'appelle Israël. On n'y peut rien. Et c'est au nom de cet amour que nous portons aux victimes de ce crime, c'est-à-dire aux Palestiniens, c'est au nom de cet amour-là que nous exprimons, que nous sommes au regret d'exprimer notre haine des Juifs. Et j'ajoutais dans ce texte de Cornelius, que j'ai parfaitement en mémoire, j'ajoutais la question, parce qu'il y a toujours des gens qui disent, attends, là, on n'a pas le droit de critiquer Israël. Je dis, mais la question n'est pas de savoir si être antisioniste, c'est forcément être antisémite. La question, c'est qu'on ne peut plus être antisémite sans être antisioniste. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre discours
qui fonctionnent, d'autres discours de légitimation, d'autres bons véhicules, d'autres bons conducteurs. Pour la plus vieille des haines, il n'y a rien qui marche mieux que le discours anti-sioniste. Voilà. C'est ça que je disais en 82, il y a donc 42 ans. Et hélas, je suis obligé de constater, 40 ans après, que cette prédiction, j'ose pas dire cette prophétie, il y a quelques personnes ici qui savent ce que c'est qu'une prophétie, je ne prendrai pas de risque. Mais, Moi, je l'ai dit, hein. oui, mais moi pas. Moi, je suis juif. Donc, cette prédiction, il y a 42 ans, je suis obligé de penser en effet qu'elle était hélas juste. Mais face à ce discours ravageur, Bernard, vous évoquez quelque part la pudeur juive. Est-ce que depuis le 7 octobre, cette pudeur juive n'est pas terrible faille, rend pas la défense, en tout cas, de discours alternatifs à ce discours-là, ce nouveau discours antisémite, une faiblesse? Est-ce que cette pudeur juive ne se transforme pas en grande faiblesse? Oui, je parle de... Qu'est-ce que c'est d'ailleurs que la pudeur juive? La pudeur juive, j'évoque l'expression à propos des images des massacres du 7 octobre. Et en effet, je note dans le livre, comme nous l'avons tous noté, que les Israéliens auraient pu diffuser massivement les images des massacres, les images atroces, les viols, les décapitations, et ainsi de suite. Et moi-même, d'ailleurs, par pudeur, je dis ainsi de suite. Et les Israéliens ne l'ont pas fait. Ils ont montré de manière très homéopathique, à des groupes choisis, dans des ambassades. Il y a eu une très belle initiative, c'est celle du producteur Arthur, qui en a fait un film. Mais tout ça vraiment sur la pointe des pieds. Et c'est vrai que montrer les images dès le 7 octobre, immédiatement, massivement, les images qui en plus émanaient des meurtriers eux-mêmes, puisque c'est leur GoPro fixé à leur casque ou à leur casquette qui ont pris, aurait peut-être enrayé le processus de négation qui s'est enclenché dès le 8. Il y a, dans le rapport que les Juifs ont à la mort, au spectacle de la mort, à son image, à l'image en général, il y a quelque chose qui nous a retenu de le faire. Voilà. Alors, évidemment qu'à court terme, c'est une faiblesse. Maintenant, je pense, moi, et c'est ce qui me rend optimiste, qu'il y a souvent des faiblesses à court terme qui sont des forces profondes qui un jour se révéleront au contraire extraordinairement fécondes. Il y a des faiblesses fécondes. Mais si on creuse cette question-là, de la pudeur juive, on arrive très vite à une interrogation légitime, 7 mois après le début de cette guerre si juste, si légitime, sur ce qu'on peut appeler la politique de communication globale d'Israël. Est-ce qu'aujourd'hui, avec les problèmes politiques intenses que traverse Israël, ne serait-ce que dans le cabinet de guerre, Israël n'est pas en passe de perdre cette guerre de la communication, dont on sait aujourd'hui qu'elle est un ingrédient indispensable des victoires militaires? Le problème d'Israël, c'est qu'Israël vit dans deux temps, dans deux temporalités. Israël vit dans la temporalité des nations, et Israël vit dans une autre temporalité. Celle que décrivait Franz Rosenzweig dans l'Étoile de la Rédemption, celle qu'il est arrivé à Lévinas de décrire. Alors, dans le temps des nations, dans la temporalité ordinaire, dans la temporalité de la com, la com, bon, c'est vrai qu'Israël est en train de perdre. Dans le temps de la vérité, on verra. Chaque fois que je vois le vice-amiral Agari, je crois, Agari, saisi d'une bavure de Tsahal, prendre la parole, annoncer qu'une enquête a été diligentée dans les plus brefs délais, donner des conclusions de cette enquête, admettre que des fautes ont été commises,
certainement pas les fautes alléguées, pas l'énormité des fautes alléguées par les canailles, mais que des fautes ont été accomplies, qu'il a l'honnêteté de le dire, et que d'ailleurs les auteurs de ces fautes ont été démis de leur commandement, et ainsi de suite. À chaque fois qu'il apparaît pour dire ça, je me dis deux choses. Je me dis, quelle honnêteté magnifique, quand les Américains mettent 6 mois au moment de la guerre d'Irak, ou au moment où il y a 1 an et demi, il y a 4 ans, avant l'évacuation de Kaboul, à reconnaître un tir fautif sur un convoi humanitaire. Ils mettent 6 mois à noyer le poisson. Les Israéliens mettent 3 jours, et ils le font avec une clarté admirable. Donc, je me dis, il y a là quelque chose d'admirable. Puis je me dis aussi que cette façon de reconnaître certains torts, etc., bien sûr que dans la bataille de la com, c'est pas bon. Dans la bataille de la communication, un esprit purement machiavélien s'arrangerait pour dire mais rien du tout, c'est pas nous, qui dit que le tir n'est pas parti d'ici ou de là. Les Israéliens sont, de ce point de vue-là, une démocratie exemplaire. Et une armée exemplaire. Je pense qu'on peut l'applaudir là-dessus. Non mais oui, mais il faut surtout applaudir. Il faut applaudir le vice-amiral Agari. Il n'est pas avec nous. Mais... Oui, son ministre, le ministre de la Défense, le chef d'état-major. Il y a des règles, et ça j'en suis témoin récemment encore, par parenthèse. Il y a des règles d'engagement d'une grande rigueur, et lorsque ces règles d'engagement ne sont pas appliquées, il y a des enquêtes et des sanctions d'une rare sévérité. Voilà. Alors, à court terme, évidemment, les ennemis d'Israël triomphent. Ils reconnaissent que c'est bien eux qui ont tiré l'obus qui a tué ce magnifique personnage qui est le chef Andrés de l'organisation Grande Central Kitchen. Alors, apparemment, le procureur Karim Khan, qui dirige la Cour pénale internationale, ne partage pas votre avis. Comment vous interprétez l'annonce de la CPI? Comment vous l'analysez? Je l'analyse comme en tout cas, je la vois comme une immense indignité, comme à mes yeux... Moi, j'ai été un soutien de cette justice internationale, jadis. J'ai pensé que c'était un progrès de la civilisation. En tout cas, les tribunaux ad hoc sur l'ex-Yougoslavie, sur le Rwanda. Mais là, je pense malheureusement que cette CPI, elle est disqualifiée. Cette façon de renvoyer dos à dos, cette façon de dire qu'Israël était comptable des crimes, je ne sais pas si vous avez remarqué la phrase, cher Sébastien, les crimes commis dès le 8 octobre. C'est ça qu'a dit le procureur Khan. Il a parlé des crimes commis par Netanyahou et son ministre et Yoav Gallant dès le 8 octobre. Qu'est-ce qui s'est passé le 8 octobre? Franchement, la guerre, la riposte israélienne, sur laquelle après on peut débattre, elle a commencé, j'ai plus qu'un nom en tête, 15 jours, 20 jours après le 7 octobre. 25 jours. 25 jours. Qu'est-ce que ça veut dire le 8 octobre? Donc, pour moi, cette réquisition, elle est nulle et non avenue, et elle disqualifie ceux qui l'ont prononcée. Alors, et la France se déshonore en ne prenant pas ses distances avec cette réquisition de mandat d'arrêt. La France a commencé par des commentaires très étranges, et puis elle s'est reprise. Les responsables du Quai d'Orsay nous ont expliqué, je leur en donne le crédit, qu'ils avaient été mal compris, que ce n'était pas ce qu'ils avaient dit. Okay. Est-ce que réellement ils ont été mal compris? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je m'en tiens. Vous savez, moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est cette bataille idéologique dans laquelle sont engagés les Israéliens, les amis d'Israël et le camp de la démocratie et le monde libre. Voilà. Moi, je ne suis pas là pour stigmatiser les bavures idéologiques, les déclarations à l'emporte-pièce prononcées par tel ou tel. Ce qui m'intéresse, c'est qu'en effet, c'est la position officielle. Position officielle, 24 heures après les premières déclarations,
elle est beaucoup plus claire. Je préfère retenir cela, parce que c'est une victoire des amis d'Israël et des amis de la démocratie, et une défaite pour les salopards. Après la position du juge Khan, qu'est-ce que je vous dis? C'est la position du Hamas, c'est la position du Qatar, c'est la position de l'Iran, c'est la position de la Turquie, comme une grande partie des Nations Unies. Elle reflète le rapport de force international tel qu'il s'impose aussi au sein des grandes institutions comme l'ONU. L'ONU, c'est fini, l'ONU de l'après-guerre, hein, où les pays libres étaient majoritaires et faisaient la loi. Aujourd'hui, aux Nations Unies, dans toutes ces émanations, et donc dans toutes les organisations internationales, le pouvoir, il est en grande partie du côté de gens qui trouvent qu'on vit mieux au Pakistan qu'en Angleterre, et que le Hamas est une organisation de résistance. Vous parliez, Bernard, de la guerre idéologique aussi, qui est menée depuis le 7 octobre, mais que pensez aussi de ce discours qui tend à s'imposer, d'une lecture à la lumière de ce qui se passe en Israël, d'une opposition entre un Sud global, opprimé par un Occident, un Nord méchant. Ce discours-là s'impose petit à petit, cette grille de lecture-là. Je suis navré, parce que moi je suis un ami du Sud global. J'ai passé ma vie à défendre les peuples de ce qu'on appelle le Sud global. Je ne compte plus, pour le journal que vous dirigiez, pour le journal Le Monde, pour Paris Match, le nombre de reportages que j'ai faits, des reportages de guerre, compliqués, un peu risqués, sur l'Angola en guerre, sur la Somalie oubliée, le Bangladesh et les Mounouba, sur le Bangladesh martyrisé, sur la Colombie déchirée entre l'extrême gauche guévariste et les fascistes paramilitaires, les deux étant en vérité également fascistes. Bref, j'ai passé ma vie, moi, à défendre, au nom des valeurs universalistes dont je suis pétri, ce Sud global. Je pense que les dindons de la farce, c'est les peuples du Sud global. Parce que le discours dont vous venez de parler, Sébastien, ce discours tenu par les despotes du Sud global, qui consiste à dire que leurs peuples sont martyrisés par les méchants occidentaux. Ça consiste juste à effacer le fait que leurs peuples sont en effet convoités et souvent déjà martyrisés par de vrais méchants qui sont, par exemple, en Afrique, les milices Wagner, donc la milice Wagner, donc les Russes, qui sont en Amérique latine, les Chinois, qui sont dans d'autres parties du monde, dans une moindre mesure, les Turcs, qui sont, je pense à mes amis kurdes, je pense à l'Irak, qui sont l'Iran, etc. Aujourd'hui, les vrais impérialistes, c'est ceux que je viens de désigner. C'est les Chinois, les Russes, les Turcs, les Iraniens et les nostalgiques sunnites de l'Oumma, du grand empire arabe. L'impérialisme d'aujourd'hui, c'est ça. La volonté de conquête, c'est ça. La volonté d'asservir, c'est de là qu'elle émane. C'est pas d'Israël, c'est pas du Luxembourg et de la France, et c'est pas des États-Unis qui font le contraire, qui sont dans une période depuis Barack Obama de repli et d'assumer le moins possible les responsabilités mondiales. Donc, les vrais dindons de cette farce idéologique, c'est ces peuples. C'est dans l'esprit du judaïsme. Israël est un point face à ces anciens empires du 19e qui se réveillent. Oui, c'est surtout le Maharal de Prague qui le dit, et que je cite et que je commente. Le Maharal dit que, par opposition aux grands empires, à commencer par Édom, qui sont des étendues, Israël, quelle que soit sa configuration,
que ce soit un royaume, que ce soit un royaume divisé, deux royaumes, que ce soit Israël dans la dispersion, que ce soit le temple invisible ou le temple reconstruit. Israël est toujours un point de lumière, un point d'irradiation vertueuse, mais que c'est ça Israël, par opposition aux nations, qui sont des étendues, et aux empires, qui sont des macro-étendues. C'est ça qui distingue Israël, même lorsqu'Israël est devenu un État-nation apparemment comme les autres. Et c'est ça, c'est ce que je dis dans ce livre sur l'Israël, c'est ça qui fait la singularité d'Israël. Et c'est ça que, évidemment, que la politique politicienne, elle joue aussi en Israël. Il y a des partis qui se querellent. Parmi eux, il y a des partis qui déshonorent le nom d'Israël, forcément. Mais globalement, moi j'aime Israël aussi parce qu'Israël reste ce point, parce qu'Israël reste une nation pas comme les autres, parce qu'Israël continue d'être habité dans sa manière d'habiter la terre, dans sa manière de penser, l'idée même d'un État-nation reste une singularité magnifique. Voilà, ça je le crois. Et c'est un peu, ce que je viens de dire là, c'est un peu la traduction politique de ce dire du Maharal de Prague. Vous êtes plus proche, n'en déplaise à vos précautions oratoires, d'une forme de prophétisme quand même dans ce livre, puisque comme Soulages en peinture, vous renversez le noir en lumière, un peu comme le geste des psaumes, au fond. C'est un geste inhérent à une partie de la tradition prophétique d'Israël. Et alors j'en veux pour preuve la réflexion très nuancée sur cette partie-là du Sud global que vous venez d'effleurer avec Sébastien, qui est ce Sud sunnite. Ce monde sunnite qui hésite aujourd'hui, évidemment, c'est logique, qui hésite dans la direction à prendre. Se raccroche-t-on à l'immense promesse faite au monde arabe qui étaient les accords d'Abraham 2020, ou bien est-ce qu'on les jette par-dessus bord pour rejoindre justement cet axe illibéral, cet axe du mal, cet axe du refus du monde occidental et du refus des Juifs? Votre conviction profonde justement sur ce monde sunnite, c'est qu'on peut revenir à ce moment miraculeux de 2020 ou qu'il faut tirer un trait définitivement sur cette promesse? Je ne crois pas qu'il faille tirer un trait définitivement. Je crois que les pays auxquels vous faites allusion sont traversés par une grande et profonde querelle politique. Il y a évidemment des gens nombreux, c'est évident, peut-être de plus en plus nombreux, qui sont tentés de dire, au nom de nos frères palestiniens massacrés, rompons tous les liens avec l'État d'Israël assassin. Les accords Abraham sont une erreur historique, il y a ça. Et puis, vous en avez d'autres qui prient tous les jours qui prient tous les jours pour qu'Israël gagne cette guerre. Du Maroc à certains Émiratis, il y a des gens qui prient, oui, pour qu'Israël le gagne. À Bahreïn et à l'Arabie Saoudite, qui n'est pas dans les accords, mais qui, comme vous savez, était au bord de l'être. Et c'est d'ailleurs une des explications possibles, une des raisons dans la tête des salopards qui ont perpétré le 7 octobre, c'était justement casser la possibilité pour les Saoudiens d'entrer dans les accords Abraham. Donc, chez tout cela, il y a une prière fervente, et je crois même savoir des encouragements concrets. Vous savez, j'étais en Israël récemment, j'ai rencontré tous les dirigeants d'Israël, sans exception. Et tous les représentants, tous les grands représentants de l'opinion israélienne, opposition et majorité. Et voilà, j'ai recueilli tout de même quelques confidences, quelques informations. Il y a non seulement des prières secrètes des pays signataires Abraham, mais il y a même des prières exprimées. Il y a des dirigeants d'Israël qui reçoivent certainement, qui ont certainement des conversations avec des dirigeants arabes, les exhortant à avoir le courage de gagner cette guerre. Donc voilà, les accords Abraham ne sont pas morts. Et s'ils étaient morts d'ailleurs, on
le saurait depuis des mois. Ils tiennent malgré tout, malgré la rue arabe, malgré ce restaurant jordanien qui s'est appelé 7 octobre, etc. Ça tient. Et pour en venir à cet Occident, on a parlé du Sud. Là, on peut feuilleter l'actualité du moment. Certains pays européens comme l'Irlande, la Norvège, l'Espagne, aujourd'hui proclament demandent la reconnaissance de l'État palestinien. Qu'est-ce que ça vous inspire? Vous dites pas maintenant, jamais. Je dis, vous savez, je lis le communiqué AFP urgent qui est tombé avant-hier, juste après que le troisième de la petite bande, là, se soit exprimé. Je crois que c'est l'Espagne du dernier. Hamas a dit merci. Et Hamas a dit, d'abord merci, et surtout a dit, voilà, c'est la preuve qu'on avait la bonne stratégie. On a obtenu ce que 30 ans d'esprit d'Oslo, ce que des décennies de négociations n'avaient pas obtenu. Le terrorisme, ce qu'ont conclu le Hamas, ce qu'ils ont dit, hein, il y a une déclaration qui a suivi le vote par l'Espagne. Ils ont dit le terrorisme paie, le terrorisme rapporte, le terrorisme est une arme efficace. Donc, moi j'ai été toute ma vie, depuis ma désormais lointaine jeunesse, j'ai toujours dit qu'il faudrait un jour ou l'autre un État palestinien. Un jour ou l'autre, ça veut dire d'abord le jour où les Palestiniens admettront qu'il y a un État d'Israël. Le jour où ils seront prêts à vivre en coexistence et en intelligence avec les 7 États d'Israël, et le jour où ils se seront débarrassés de leur penchant criminel, comme dirait mon ami Jean-Claude Miller. J'ai toujours pensé ça. J'ai toujours pensé qu'au nom de la justice universelle et au nom de l'amour d'Israël, en effet, Israël ne peut pas passer sa vie pour les siècles et les siècles à vivre avec des voisins déchaînés, préparant non seulement des pogroms, mais des invasions, parce que le 7 octobre, c'est une invasion. Voilà. Mais, je dis dans mon livre, s'il y a bien un moment où il faut surtout plus parler d'État palestinien, où remettre la question de l'État palestinien à l'agenda des nations serait une erreur politique, une faute morale, un encouragement au pire, c'est aujourd'hui. Dire aujourd'hui aux Palestiniens, ça va les gars, on a compris, 5 sur 5, jusqu'à présent on faisait la sourde oreille, et on avait cru vous passer aux pertes et profits de l'histoire. Notre très grande faute. Là, vous avez le message cette fois-ci. Vous y êtes allé un peu fort, mais le message est reçu. Le voilà votre État. Si on fait ça, victoire morale du Hamas totale, encouragement à tous les terroristes de la planète. Message, si vous avez une revendication qui vous semble tarder à être prise en compte, organisez un pogrom, organisez un massacre de masse, et la communauté internationale vous récompensera pour cela. Mais Bernard, quand même, vous le savez très bien, au-delà de cette proposition qu'il ne s'agit pas d'accomplir tout de suite, et évidemment la pression de la Norvège, de l'Espagne ou de l'Islande sont scandaleuses, mais quand même... l'administration américaine a un plan pour le jour d'après, comme on dit en Israël. Et ce plan, pas demain, pas après-demain, mais implique d'une manière ou d'une autre la reprise de ces négociations bilatérales entre Israël et l'autorité palestinienne. Et donc l'idée, c'est de remettre en selle un jour l'autorité palestinienne contre le Hamas. C'est une folie ou ça va plutôt dans le sens d'une histoire raisonnable, selon vous? Ça va vers une histoire de bruit et de fureur, parce que remettre en selle l'autorité palestinienne, ça veut dire briser les reins du Hamas. Excusez-moi. Mais quelle autre manière de remettre en selle l'autorité palestinienne que de vaincre le Hamas, de briser sa colonne vertébrale politique et militaire, et d'enlever à ceux de l'autorité palestinienne l'envie ou la tentation de s'aligner sur eux. Bien sûr. Voilà. Donc ça passe par ça. Il y a d'abord, c'est comme ça. C'est comme si... je sais pas, en 43, en 44,
On avait un plan pour l'Allemagne du jour d'après, mais enfin, la première étape, c'était la défaite du nazisme. Puis après, il y avait un plan avec l'occupation de Berlin, avec etc., patriotisme constitutionnel, qu'on reconstruire une démocratie, et ça a marché. Mais la première étape, c'était d'en finir avec le nazisme. Donc, qu'est-ce que je vous dis ? Moi, tant que le Hamas n'est pas vaincu, tant qu'on n'a pas exclu la possibilité pour le Hamas de revenir sous un autre nom, comme à l'intérieur d'ailleurs parce qu'il y a ça aussi, à l'intérieur de l'autorité palestinienne, comme une de ses branches, il faut mettre entre parenthèses, et ça me coûte de dire ça, moi je vous répète, j'ai toujours pensé qu'il fallait un État palestinien, mais ce vouloir-là, il faut le mettre entre parenthèses. Alors ça durera 6 mois, ça durera des années, je ne sais pas, ça dépend des Palestiniens. Le jour où ils se seront libérés de l'emprise de l'idéologie mortifère du Hamas et de l'idéologie mortifère dont le Hamas est le nom, parce que le Hamas c'est pas tombé du ciel. Le Hamas s'est sorti des manuels scolaires. Le Hamas s'est sorti du travail de l'UNRWA pendant des décennies. Enfin, vous connaissez l'histoire. Donc, se libérer de l'emprise de ceux dont le Hamas est le nom, aider les Palestiniens à s'en libérer. Et ce jour-là, ce jour-là, bien sûr, tout sera possible, mais ce jour-là seulement. Et c'est possible parce que, vous savez, il y a un des arguments que je déconstruis dans mon livre, c'est l'argument selon lequel les terroristes, plus on en tue, plus ils en repoussent. Hein. Cette espèce de conception, d'ailleurs, animalière ou végétaliste de l'humanité. C'est pas comme ça que ça se passe. Les terroristes, que ce soit les nazis allemands ou que ce soit les islamistes d'Al-Qaïda ou de Daesh, quand vraiment on les vainc, quand on les casse, eh bien, il se passe autre chose. Réfléchissez bien. Il n'y a pas une volonté de revanche. Il n'y a pas des générations entières qui vivent dans l'idée de venger. C'est faux. Là, il y a une espèce brusquement de décompression, une espèce de réveil d'ailleurs collectif, une espèce de somnambulisme dont on se réveille. Après la mort de Ben Laden, Al-Qaïda, il reste un peu d'Al-Qaïda par-ci par-là. Enfin, Al-Qaïda a perdu son pouvoir d'attraction. Il n'y a plus cette idée de l'Al-Qaïda victorieux et que dans le sens de l'histoire, c'est fini. Quand Mossoul et les batailles de Mossoul et de Raqqa ont été gagnées en Irak et en Syrie et que l'État islamique a été vaincu, pareil, l'État islamique a cessé d'être depuis 2015. Cette espèce de soleil noir terriblement attractif qui agrégeait toutes les volontés mortifères. Donc c'est pas vrai. Quand les gens sont vaincus, et quand ils sont vaincus clairement, quand on obtient d'eux ou qu'on fait en sorte que la capitulation soit totale, ça ne crée pas des générations de terroristes. Ça calme les ardeurs terroristes. Et vraiment, je le crois profondément. Les Allemands, après 1945, c'est pareil. Il y a quelques nostalgiques de l'hitlérisme qui ont consacré des trucs depuis le Paraguay, machin, à venger enfin, très, très minoritaire. L'ensemble de la société allemande s'est réveillé de son aveuglement, de son somnambulisme. Donc c'est ça qu'il faut avec les Palestiniens, cette fois-ci. Et c'est pour ça que les Israéliens ont raison, toutes tendances confondues d'ailleurs, de vouloir aller jusqu'à Rafah. Ils le font d'ailleurs de manière, là encore, assez exemplaire. Je vous signale qu'il y a, d'après toutes les évaluations, entre 8 et 900 000 civils à cette heure qui ont été évacués de Rafah, dans des zones, alors évidemment, que c'est pas, bien sûr que ce n'est pas une vie, et que c'est terrible pour une famille d'être déracinée pour quelques mois, etc., naturellement. Mais enfin, c'est mieux que d'être sous les bombes. Et ça, Israël l'a fait. L'Occident l'a pas fait hein, quand il attaquait d'abord les villes afghanes, puis Mossoul. Et là, je connais, j'étais là. Moi, je suis un des Français, je crois, qui connaît assez bien, qui a été sur le terrain et qui est filmé. J'ai fait un film qui
qui s'appelle la bataille de Mossoul. Entre le 6 novembre 2015 et la fin janvier 2016, j'étais avec mon camarade Marc Roussel et quelques autres sur le terrain, avec les forces kurdes, qui m'ont ensuite confié aux forces irakiennes. J'ai filmé la bataille de Mossoul. J'ai vu comment ça se passait. J'ai vu les victimes civiles, les dévastations. Mossoul, c'est pas Gaza, hein, Mossoul, c'est le trésor de l'humanité. Bon, dévasté jusqu'à... il reste plus rien. Et puis j'ai vu comment, en effet, comment l'État islamique a été véritablement détruit. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors, oui, vous avez remarqué, Bernard, les réseaux sociaux et les plateaux de télévision sont peuplés maintenant depuis quelques mois d'experts militaires autoproclamés qui savent, eux, comment il faudrait faire la guerre à Gaza. Mais parmi les critiques qu'on entend beaucoup vis-à-vis aujourd'hui de la démarche israélienne, il y a cette idée qu'il n'y aurait pas de réelle stratégie militaire, mais que simplement une guerre qui serait mue par uniquement le sentiment de vengeance. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? C'est faux. C'est faux. Moi, j'étais en Israël dès le 8 octobre. J'ai pris le premier avion possible après l'invasion et le pogrom du 7 octobre, et j'étais dès le 8 octobre en Israël, dès le 9 à Sderot, et dès le 10 à Kfar Aza et à Be'eri. Et honnêtement, j'ai entendu très peu de discours de vengeance. Bon, il y a des excités partout, naturellement, mais ce n'était pas le discours dominant, numéro 1, à l'époque. Ça ne l'est toujours pas. Il y a un discours de justice, il y a un discours de survie, il y a un discours qui consiste à dire on ne peut pas se permettre un nouveau 7 octobre, on ne peut pas se permettre un 7 octobre qui viendrait cette fois-ci par la Jordanie, on ne peut pas se permettre d'être attaqué par le Hezbollah, etc., etc. Mais ce n'est pas un discours de vengeance, c'est faux. Il y a une deuxième chose qui est fausse, c'est l'idée, la guerre dure, parce qu'il y a un Premier ministre, Netanyahou, qui joue sa peau politique et qu'il sait que dès qu'il quitte le pouvoir, il aura des ennuis judiciaires. Ça encore, je pense que c'est une imbécilité. Je ne suis pas pro-Netanyahou, sauf que quand je vois l'acharnement contre lui, il y a des fois où ça me le rendrait... Sympathique. En tout cas, j'aime pas les effets de meute. Et j'aime pas ceux dont la haine de Netanyahou, là encore, et le nom et le symbole. Mais jusqu'au point de le prendre pour une sorte de Zelensky ? Bien sûr que non. Bien sûr que non. Mais c'est pas ça que je veux dire. C'est que ça encore, c'est d'une imbécilité crasse, c'est de rien connaître à la démocratie israélienne. En France, si vous avez des ennuis judiciaires, enfin, si vous avez en tout cas des juges qui vous suspectent d'avoir commis des forfaits, tant que vous êtes en place, vous êtes immune. Il y a une immunité présidentielle ou sans doute du Premier ministre. Et voilà. En Israël, c'est le contraire. Il n'y a pas d'immunité. Les juges, s'ils veulent, demain matin, et peut-être il y a 3 ou 4 jours, ils sont dans le bureau du Premier ministre, les juges israéliens, dans le bureau du ministre de la Défense. Ils viennent, guerre ou pas guerre, et c'est la grandeur de la démocratie israélienne, interroger des collaborateurs, saisir des ordinateurs, etc. La justice poursuit son cours exactement, juridiquement, de la même manière, qu'on soit au pouvoir ou qu'on n'y soit pas. Et moi, je crois que c'est même l'inverse. C'est-à-dire que, il me semble, je suis même certain d'ailleurs, parce que je connais là aussi, je connais bien Israël, vous savez, la justice, elle est bien plus acharnée à confondre tels ou tels dirigeants lorsqu'ils sont au pouvoir parce qu'elle veut les en faire sortir, parce qu'elle veut les dégager, que s'ils n'y étaient pas. Moi, je vous fous mon billet que si demain Netanyahou était renversé par un changement de majorité à la Knesset, mais le cours de la justice suivrait son trajet normal, et c'est bien, mais probablement avec moins de fébrilité et probablement avec moins d'urgence que tant qu'il est au pouvoir. Donc ça, c'est une deuxième connerie, de dire c'est une guerre qui dure longtemps parce que Netanyahou ou tel ont intérêt à. Troisièmement, il n'y a pas de stratégie, c'est faux. La stratégie israélienne aujourd'hui, elle est guidée par 2 impératifs qui sont d'une complexité diabolique
et ça je montre ça, je crois, dans le livre. Un, la double obligation de détruire le Hamas, c'est de sauver les otages. C'est presque impossible à faire ensemble. Presque impossible. Il n'y a pas un pays démocratique qui s'est trouvé dans une situation de ce genre, avec une armée de terrorisme, une armée quand même, qui se cache derrière le bouclier humain de 131, probablement une soixantaine aujourd'hui, d'otages vivants. Et vouloir à la fois vaincre cette armée et sauver les otages, c'est une espèce de quadrature du cercle inédite. Je ne connais pas d'autres exemples dans les guerres dont j'ai été le témoin. Donc la longueur de la guerre, elle est dictée par ça, numéro un. Puis elle est dictée par autre chose, c'est la volonté, n'en déplaise à ces dames et ces messieurs de la France insoumise, par la volonté de faire qu'il y ait le moins de victimes civiles possible. Si Israël voulait, si Israël n'était pas Israël, cette guerre, elle est terminée en 8 jours. Pourquoi est-ce que c'est si long ? Pourquoi est-ce que depuis, on annonce la bataille de Rafah depuis maintenant 2 mois et qu'elle n'arrive pas ? Parce qu'Israël a pris la précaution, le soin, et a eu le souci, peut-être un peu politique, mais moral aussi, d'exfiltrer, d'évacuer 800 000 civils. Alors tout ça, ça prend du temps, naturellement. C'est pour ça. C'est pour ça. Nous évoquons depuis tout à l'heure ces réalités très âpres de la guerre, cette guerre légitime et nécessaire. On évoque cette solitude du peuple juif, mais il y a quand même des éclaircies d'espérance dans Solitude d'Israël. Il y en a même beaucoup. Je vous cite Bernard-Henri Lévy. « Que nous soyons laïcs ou mystiques, andalous, yiddishisants ou juifs tendance crémieux, nous nous retrouvons tous jetés dans une situation qui fut celle de nos aïeux et à laquelle nous pensions avoir échappé. » Ça, c'est le versant, on va dire, très triste. Si on renverse la perspective, et vous le faites quelques lignes dans les lignes qui suivent, est-ce qu'on ne peut pas dire que, de par le monde, les Juifs, rattrapés par l'irrémissible de leurs conditions, n'ont jamais été aussi solidaires, aussi unis qu'aujourd'hui, paradoxalement ? Oui, probablement, mais... Oui, mais pour moi, vous savez, moi je suis un individualiste forcené et un démocrate conséquent. L'union, c'est bien, évidemment, mais c'est pas une valeur en soi. Moi, j'aime la querelle démocratique. J'aime que les Juifs soient pas d'accord. J'aime qu'il y ait des... Vous savez, l'étude de la Torah, ça s'appelle la bataille pour la bataille pour la Torah. C'est un combat, être juif, c'est ça, c'est se quereller avec le texte et se quereller avec les interprétations. Et c'est pas une espèce d'union sacrée. Alors que l'union sacrée soit là en temps de guerre, oui, voilà. Oui, mais l'honneur d'Israël, c'est qu'elle n'est pas elle n'est pas totale non plus, c'est-à-dire que la politique continue et c'est pas si mal. Donc, moi je vois, là pour le coup le côté pessimiste l'emporte. Ce que je vois, c'est que en terre d'Israël, comme en diaspora, l'irrémissible de la condition juive s'impose à nouveau, c'est-à-dire, en effet, où qu'on soit, État-nation ou pas État-nation, sanctuaire ou pas sanctuaire, le sanctuaire d'Israël ou pas, la persécution revient. Hélas, je vois ça. Après, unité du peuple juif, oui, bien sûr, mais j'aimerais, je rêve d'un Israël enfin reconnu par les nations, d'un Israël enfin reconnu pour son exceptionnalité, où l'on puisse se permettre à nouveau de se quereller pour une interprétation de Rachi ou du Midrash, ouais. Alors, avant que... Merci beaucoup Bernard-Henri Lévy. Avant que Sébastien vous pose la dernière question, avant-dernière question, il faut la poser. Quel regard portez-vous sur le judaïsme français ? Et je vais poser la question qu'on pose dans toutes les salles où nous avons l'occasion d'aller. Est-ce que les Juifs ont un avenir en France, selon vous ? Non, mais vous avez...
Vous avez raison de la poser, puisqu'elle est... Elle est au cœur, elle aussi, du livre. Un avenir en France, il le faut. Il le faut parce que les Juifs ont... La contribution des Juifs à la construction de la France a été trop grande à tous égards pour que leurs descendants, c'est-à-dire nous, cèdent le terrain à la canaille. Les Juifs ont participé ont été des acteurs majeurs dans la construction de la République française. Le modèle républicain français, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, le modèle du contrat social à la française, c'est, chez ceux qui l'ont exprimé avec le plus de force, le modèle biblique du royaume des Hébreux. Et les Juifs fondateurs de la République le savaient. La langue française, ça je l'ai montré dans un livre précédent, celui dont parlait Sébastien Le Foll, la langue française, elle a été un de ses grands inventeurs, en tout cas un de ses grands embrayeurs. C'est le plus juif des génies français et le plus français des génies juifs. Il était vigneron à Troyes et il s'appelle Rachid. Donc, la République française, elle est inspirée du royaume des Hébreux. La langue française, elle a été en partie générée, je démontre ça dans le détail, par Rachid. Elle a été réinventée, d'ailleurs, au moment où elle se consumait, la langue française, cette chose à laquelle nous sommes tous si attachés, cette chose qui fait de nous des Français aussi, d'ailleurs. La langue française, au moment où elle se mourait, c'est-à-dire à la fin du 19e et au début du 20e siècle, à l'époque où les écrivains se disputaient de la meilleure façon pour la langue de se consumer, de mourir, entre les Mallarméens, les surréalistes, les dadaïstes, les disciples de Lautréamont, n'importe. La langue française, les disciples de Valéry, morts par dessèchement magnifique, par dessèchement sublime, mais une espèce de dessèchement tout de même. Il y a un grand juif qui apparaît, qui réélectrise la langue française, Marcel Proust, qui la revivifie, qui lui rend cette sève qui était en train de la déserter. Ce grand juif français, il s'appelle Marcel Proust. Voilà. Donc, compte tenu de toute cette histoire, compte tenu du rôle des écrivains juifs dans la France d'aujourd'hui, on les connaît, c'est de Patrick Modiano à Alain Finkielkraut à d'autres. Quelle misère ce serait, quel chagrin ce serait, quelle défaite ce serait pour les Juifs et pour la France si les Juifs partaient. Donc, il y a une bataille. Je pense que, d'ailleurs, je me rappelle, la dernière fois où je suis venu à Créteil, la ligne de front de cette bataille-là, l'une des lignes de front était ici à Créteil. Donc il y a une bataille. Moi, je suis de ceux qui pensent qu'il faut la gagner, et c'est pas seulement conseilleur. J'essaye de contribuer à ce qu'elle soit gagnée. J'essaie d'apporter mes munitions, mes armes. Ce livre, c'est ça. Ce livre, c'est une réserve de munitions, c'est un stock d'arguments pour les salopards qui voudraient nous expulser du paysage français. Ils n'en ont pas le droit. Et ils n'y arriveront pas. Et je pense très sérieusement, je pense que nous gagnerons. Je pense que nous et nos alliés, parce qu'il y a ça aussi, nous vivons dans un pays, la France, l'antisémitisme remonte de manière foudroyante, c'est clair. Il y a un parti officiellement antisémite en France, ce qui n'était pas arrivé depuis très longtemps, qui s'appelle la France Insoumise. Ça, c'est vrai. Et voir des députés de la République ceindre leurs écharpes tricolores qui renouent avec la langue de Drummond ou avec la langue des ligues factieuses de 1905-1910, évidemment que ça glace les sangs. Mais à côté de ça, vous avez des institutions, vous avez une administration
qui tiennent bon. Vous avez dans l'opinion des pans entiers de l'opinion, des pans entiers qui ne se résoudront plus à ce que les Juifs soient effacés. Vous m'interrogiez tout à l'heure les catholiques, les chrétiens, et en particulier les catholiques, dans leur grande majorité, savent que nos destins sont liés. Ils ont compris, ça s'appelle Vatican II, ça s'appelle l'encyclique Nostra Aetate. Ils ont compris que les Juifs n'étaient pas les pères des chrétiens. Nostra Aetate, c'est ça, c'est ce que je vais vous dire là. L'encyclique Nostra Aetate, le Concile Vatican II, c'est une révolution sémantique minuscule et immense. Minuscule et immense. C'est juste dire, les meilleurs d'entre nous se sont trompés, les Juifs ne sont pas nos pères, pères, P-E, R-E-S, à qui nous devrions le respect, ce sont nos frères, avec lesquels nous devons entretenir un dialogue qui peut parfois mal tourner. Être juif, comme être romain d'ailleurs, c'est savoir que le lien de fraternité peut être un lien extraordinairement conflictuel, mais enfin, le lien père-fils, c'est pire. Lien père-fils, c'est le père qui meurt et qui transmet au fils. Donc Nostra Aetate, c'est la fin de cette théologie de la substitution. Les fils remplacent les pères. Les chrétiens sont là pour remplacer les juifs le jour. Donc, il y a eu une révolution chez les catholiques, une révolution dans la chrétienté en général, et nous avons là des femmes et des hommes qui savent que si la digue juive cède, ce sera la débâcle, au sens propre du mot, pour eux aussi et pour la civilisation française, européenne, occidentale en général. Donc, compte tenu de tout ça, cher Alexis Lacroix, je pense, moi, que la bataille doit être menée, qu'elle vaut d'être menée, qu'elle peut gagner, et que si nous continuons d'être aussi bien armés idéologiquement, spirituellement et vertueusement que nous le sommes, elle sera gagnée. Avant que Sébastien vous pose la dernière question, Bernard Lévy. Je ne vais pas rajouter une question, c'est le mot. Je sais pas. Je m'incline. Alors, moi j'en rajoute une. Vous voyez, c'est pas que je ne m'incline pas devant ce que vous avez dit. Au contraire. Défendre les Juifs et défendre la civilisation française aujourd'hui, c'est un même geste. Évidemment. Évidemment. Oui, c'est ce que je viens de vous dire. On s'incline. Non, allez-y. Non, parce que ma question était bien trop faible par rapport à votre dernière réponse, Bernard. Donc on s'arrête là. On s'arrête là. Merci infiniment, on l'applaudit. Et donc les micros vont passer dans les travées. C'est un moment pour vous, pour échanger directement avec Bernard-Henri Lévy. Toutes les questions, bien sûr, sont les bienvenues, à condition, chers amis, que ce soit des questions, pas des récits, des questions. D'abord, je voudrais remercier Sébastien Le Foll, Alexis Lacroix, on les applaudit très fort. Et chers amis, d'abord saluer mon cher ami, monsieur Rafi Marciano, qui est la cheville ouvrière de ce centre culturel et universitaire du Val-de-Marne, qui a vu le jour il y a 6 mois, et nous vous attendons encore pour d'autres conférences. Alors la parole est au public maintenant, qui va passer le micro. Et je voudrais saluer mes collègues ici présents aussi. Kendall. Bonsoir. Aujourd'hui, la guerre en Israël contre Hamas divise le monde occidental. On aimerait bien qu'elle s'arrête. Elle pourrait s'arrêter si le Hamas libérait les otages et qu'ils disparaissaient de la bande de Gaza. Mais est-ce que les guerres avec Israël seraient d'autant finies tant que le régime iranien islamiste existe, qui opprime son peuple, qui n'est pas forcément contre Israël, mais qui arme et qui finance tout le terrorisme international, le Hezbollah, le Hamas qui disparaîtrait, mais ou les Houthis au Yémen, etc. Et on peut imaginer lorsqu'ils auraient éventuellement l'arme nucléaire. Bien sûr, le Hamas...
Vous savez, faire de la philosophie aujourd'hui, c'est faire de la géopolitique, c'est pareil. Il faut penser, pour penser philosophiquement le monde, il faut le penser géopolitiquement. Et le Hamas n'existe pas. Le Hamas, c'est une marionnette de l'Iran, de la Russie, de la Turquie, du Qatar, et voilà, au minimum. Et peut-être, de manière plus lointaine, de la Chine totalitaire. Ça, c'est évident. Après, ça ne veut pas dire que la guerre engagée ne sera gagnée que lorsque ces 4 puissances seront défaites. Évidemment pas. Mais il faut y aller bataille par bataille. Il faut vaincre le Hamas. Et puis espérer que la roue de l'histoire tourne dans le bon sens. Mais nous sommes engagés. Les gens disent, ça c'est à propos de l'Ukraine, attention à la Troisième Guerre mondiale. Nous sommes dans la Troisième Guerre mondiale. Le monde est dans une guerre mondiale d'une nouvelle sorte. Elle ne ressemble pas aux 2 premières, mais on y est. Donc voilà, et le Hamas, c'est une des lignes de front. Et il faut vaincre le Hamas. Et puis un jour, il faudra vaincre le Hezbollah. Et puis il faut espérer. La jeunesse iranienne a dansé dans les rues il y a 3 jours, lorsqu'elle a pensé que la mort d'Ephraïm Raïssi allait changer quelque chose au régime de granit sous la tutelle duquel elle vit. Bon, c'est pour l'instant pas le cas. On verra. Mais tout ça peut aller très vite. Vous savez, moi, je suis de ceux qui, dans les années 80, j'écrivais déjà des livres depuis les années 70. Dans les années 80, j'étais de ceux qui disaient que l'Union soviétique, le totalitarisme de l'époque n'était pas éternel. Et la plupart des gens me disaient, vous rêvez. L'Union soviétique a partagé le monde irrémédiablement. Elle a même créé une sorte d'homme nouveau. Cet ordre est inébranlable, ou s'il est ébranlable, ce sera au prix d'une lutte dont l'horizon est très lointain. Bon. Quelques années plus tard, contre toutes les prédictions, sauf celles de mes camarades et de moi-même, le régime s'est effondré sur lui-même. Donc il y a aussi ce qu'Emmanuel Levinas appelait les imprévus de l'histoire. Et les imprévus de l'histoire, ça peut être une défaite locale qui est des effets géopolitiques papillons. Voilà. Moi, je pense, par exemple, qu'il n'y aurait pas eu la guerre. Le Hamas n'aurait jamais envahi Israël si on n'avait pas laissé Poutine envahir l'Ukraine. Et Poutine n'aurait pas envahi l'Ukraine si on n'avait pas quitté Kaboul à l'été 2021. Et probablement, les talibans n'auraient pas gagné la bataille de Kaboul si les Américains n'avaient pas laissé tomber les Kurdes quelques années plus tôt. Donc tout ça est lié dans le mauvais sens, mais ça peut être lié en sens inverse. Si Israël gagne la guerre contre le Hamas, guerre difficile pour les raisons que je vous ai dites tout à l'heure, peut-être qu'il y aura sûrement des effets dans le monde arabe, des effets en Iran, des effets en Russie. Le Hamas, on le dit moins, mais tout autant une créature du Kremlin qu'une créature de l'Iran. Oui, bonsoir et merci pour l'honneur que vous nous faites en venant à Créteil. À propos de l'ONU et la minute de silence pour M. Raïssi, qui décide de ce genre de décision à l'ONU? Est-ce que c'est M. Guterres ou il y a une autre officine? Et j'ai une autre question à propos de l'Espagne. J'arrive pas à comprendre cette excitation de l'Espagne. Je suis franco-israélien et j'avais un patron qui participait à la brigade internationale. Le Yishuv était une toute petite communauté à l'époque, en 1936, et il me racontait comment ils se sont regroupés en si petite quantité. Ils ont apporté leurs petites gouttes de colibri et ils sont allés combattre avec
les brigades internationales, l'Espagne, avec toute son histoire, depuis Arambam et Averroès, ensuite l'Inquisition, et puis voir que des gens du Yishuv sont venus aider les brigades internationales, et voilà la réaction de l'Espagne de nos jours. Voilà, merci. Vous avez totalement raison sur l'Espagne. Ça, je connais même un tout petit peu cette histoire parce que mon père, qui ne venait pas du Yishuv, qui venait d'Algérie, enfin qui était un juif fier, a été partie prenante à cette aventure. Un peu plus tard, en début 1938. Donc je sais ça, la participation des juifs à la guerre antifasciste espagnole. Mais je sais aussi que l'Espagne a un vieux compte à régler avec les juifs. Depuis leur expulsion, depuis Isabelle la catholique, etc. La minute de silence, honnêtement, j'ai pas de réponse. J'ai été comme vous, choqué par cette minute de silence. Et j'ai été surtout comme les femmes iraniennes et comme les démocrates iraniens et comme les héritiers de la grande culture persane qui sont une majorité du peuple iranien. Je me suis senti trahi par les nations, par cette minute de silence. C'est une trahison totale du peuple iranien. C'est un crachat au visage des femmes iraniennes, cette minute de silence. Qu'est-ce qui a décidé ? J'en sais rien. Le comité Théodule, peut-être le comité pour la défense des droits des femmes que l'Iran préside, peut-être le comité de défense des droits de l'homme dont l'Iran a assumé la vice-présidence, ou peut-être la présidence il y a quelques années, peut-être le comité pour le désarmement nucléaire qui depuis 1 mois et demi est présidé par l'Iran. Voilà. Là, je viens de vous donner 3 exemples. L'Iran est un pays qui a une puissance extrême dans cet appareil, dans ce machin que sont les Nations Unies. Donc, comment la décision s'est prise ? Peut-être Gutiérrez, qui est à l'écoute de sa base, j'en sais rien. Mais c'est en tout cas un autre symptôme de ce rapport de force qui n'est plus toujours ni nécessairement en faveur de l'Occident. L'Occident élargi, parce qu'il y a un Sud global, il y a aussi un Occident global. L'Occident, c'est aussi les femmes iraniennes. L'Occident, c'est aussi les blogueurs saoudiens qui défendent le droit des femmes. L'Occident, c'est aussi les avocats turcs emprisonnés. Tout ça, c'est l'Occident. L'Occident, un grand philosophe qui s'appelait Edmund Husserl, dans 2 conférences historiques tenues à Vienne et à Prague, disait l'Occident, c'est pas une catégorie, c'est pas une région du monde sur la carte, c'est une région de l'être, c'est une catégorie de l'esprit. Donc, cette minute de silence, c'est un crachat à la face de l'Occident. Voilà. Et c'est ainsi. Bonsoir. On dit souvent que le Hamas est avant tout une idéologie et qu'on ne peut pas combattre une idéologie. Est-ce que, selon vous, cette idéologie mortifère, certes, peut être combattue malgré tout ? On combat les idéologies. Et on les combat. Ça, c'est encore une ineptie que j'essaie de démonter dans le livre. Le nazisme était avant tout une idéologie. Le stalinisme était avant tout une idéologie. Et on les a combattus par des moyens différents. L'un par la force des armes, l'autre par la force des idées. Bien sûr qu'il faut combattre les idéologies. Et quand les idéologies sont bien combattues, elles s'effondrent et il n'y a pas de seconde chance, il n'y a pas de résurrection. Voilà. Et on combat parfois les idées avec des bombes. J'entends les insoumis, leurs crétins utiles qui disent mais on tue pas les idées avec des obus. Ça dépend. L'idéologie nazie, c'est des aviateurs de la Royal Air Force qui l'ont, et les Marines américains dont on va célébrer dans quelques jours le débarquement, c'est eux qui à la pointe du fusil en ont libéré l'Europe. Donc on combat les idéologies parfois aussi avec des armes. Merci. On va prendre une dernière question avec notre ami Bernard Cazeneuve, qui représente ici
le monde chrétien. Oui, bonsoir. Christian Cazenave, Amitié judéo-chrétienne de France, mais je m'exprime en mon nom personnel. Bon, Gaza devrait être un département égyptien depuis longtemps, mais ce n'est pas l'objet de ma question. À votre place, il y a quelques semaines, dans l'environnement quand même très inculte, d'où l'importance de l'initiative de M. Rafi Marciano ici, quand on entend l'Espagne, il y a un problème culturel. Et M. Michel Onfray proposait de généraliser le concordat. Et c'est quand même une proposition précise, très fondamentale, parce qu'on voit bien qu'il y a un besoin d'éducation et que la famille n'y arrive pas, que l'école, c'est lire, écrire, compter, qu'il manque un cadre. Il y a déjà eu effectivement la loi séparatisme du 24 août 2021 sur le financement et contrôle des associations confessionnelles, ce qui est déjà un grand pas. Que pensez-vous de cette idée d'instituer un cadre qui permette d'aller plus loin que cette soirée aujourd'hui ? Plus loin que cette soirée, ça c'est pas très difficile parce que aussi sympathique et chaleureuse soit-elle, ça n'était là qu'une soirée. Mais oui, le vrai sujet c'est pas un concordat. Le vrai sujet c'est le geste de Napoléon avec la réunion du Grand Sanhédrin. C'est de poser, vous savez, Napoléon il réunit les grands rabbins et les grands sages de la nation française, il les enferme pendant 3 jours et il leur pose quelques questions simples, parmi lesquelles est-ce que votre loi est compatible ou non avec les lois de la République ou de l'Empire ? Voilà. Puis il leur fait livrer des sandwichs et puis il les laisse sortir quand il a la réponse. C'est ça qu'il faudrait faire avec les imams français. Il faut leur poser cette question-là. La loi dont vous êtes les héros à UTS est-elle compatible avec la loi française ? Est-ce que vous admettez qu'elle n'a pas à se mêler de la... Parce que c'est ça la laïcité. Laïcité, ça veut dire que la loi religieuse n'a rien à nous dire de la loi civile. Qu'elle n'a pas son mot à dire dans l'élaboration de la loi civile. La vraie laïcité, c'est ça. C'est que les prêtres, les théologiens, ne doivent pas intervenir dans la fabrique de la loi. Êtes-vous d'accord, messieurs les imams, avec ça ? Êtes-vous d'accord s'il y a des points dans votre doctrine qui contreviennent à ce double principe ? Êtes-vous d'accord pour instaurer une grande discussion parmi vous qui permette de les réviser ? Êtes-vous d'accord pour dire que le texte que vous célébrez dans vos prêches, êtes-vous d'accord pour dire que l'aventure textuelle que vous avez habitée noblement pendant les siècles, est-ce que vous êtes d'accord pour dire que tout ça n'est pas immuable, que tout ça n'est pas impeccable, que tout ça peut être modernisé, et ainsi de suite ? Est-ce que vous êtes d'accord pour faire le chemin qu'ont fait les juifs et les chrétiens ? Tout ça, c'est ça les vraies questions. C'est des questions de fond. C'est des questions qui... C'est pas seulement par la loi que ça se réglera. C'est par un réveil des consciences musulmanes de ceux qui ont la charge de prêcher. Et ceux qui ne sont pas d'accord, ceux qui pensent que ces questions sont sans objet, ceux-là, il faut peut-être, en effet, comme commence de le faire le gouvernement français, il faut peut-être rendre très difficile, voire impossible, leur prêche. Et leur demander, lorsqu'ils ne sont pas français, de partir. C'est ça la vraie question. Elle est philosophique, elle est théologique. Hein ? Bernard-Henri Lévy, il reste une demi-question. On va la poser rapidement. Mais tu sais que dans chaque juif sommeille un conférencier, donc on va lui demander de poser la question. Bonsoir, monsieur Bernard-Henri Lévy. Le 9 juin, il va y avoir un scrutin européen. Et en 2027, les élections présidentielles. Certains juifs pensent que voter pour l'extrême droite pourrait amener une certaine indépendance vis-à-vis de l'antisémitisme, vis-à-vis
être pro-israélien, ainsi de suite. Est-ce que vous pensez que se réfugier au bras du Front National serait une bonne idée? Non, je ne le crois pas parce que, pour deux raisons. La première, c'est que je me méfie, dans la vie politique comme dans la vie privée, je me méfie des faux amis. Je me méfie de ceux qui se disent mes amis pour de mauvaises raisons. Je me méfie de ceux qui sont mes amis parce qu'il y en a d'autres qui détestent encore plus que moi. Et dans l'amitié pour les Juifs, il y a quelque chose de très important. Il faut vaincre cette énorme épaisseur de préjugés, cette énorme stratification de haine qui s'appelle l'antisémitisme. Et qui est peut-être encore toujours pour partie, mais qui a été l'ADN du Rassemblement national. Le Rassemblement national, en tout cas, a été, jusqu'à une date récente, très officiellement, imprégné par des préjugés antisémites. Alors, est-ce que les dirigeants d'aujourd'hui le sont ou pas? Je ne sonde pas les cœurs et les reins, j'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que quand on est un parti politique, quand on est une communauté de cette sorte, on ne rompt pas avec le préjugé antisémite par une décision de bureau politique. On ne rompt pas par une décision de dédiabolisation. On ne rompt pas d'un trait de plume. C'est un vrai travail. Moi, je vous disais tout à l'heure les catholiques. Je ne savais pas qu'il y avait un représentant des amitiés judéo-chrétiennes. Mais les catholiques savent que la rupture avec l'antisémitisme, qui est réelle, qui est profonde, donc c'est possible, mais que ça a supposé un travail mais incroyable, un travail sur soi, un travail sur sa mémoire. Vatican II, ça a été un long processus, ça a duré, je crois, des mois. Et il n'y avait pas que les Juifs dans Vatican II, il y avait la relation avec les bouddhistes, avec les athées, avec la partie la plus difficile, celle qui a été réglée au bout du processus, c'est la question des rapports avec les Juifs. Rapport avec les bouddhistes, ça s'est réglé en 30 secondes. Rapport entre les religions, entre les branches du christianisme, facile, etc. En revanche, la question du rapport aux Juifs, mais ça a pris des mois de discussion, d'examen de conscience, de retour au texte, etc. Et parce que ce travail a vraiment été fait, puis ça a été préparé par une conférence qui s'est tenue 2 ou 3 ans plus tôt dans une ville suisse dont j'oublie le nom, Silisberg. Voilà. Donc, rompre avec l'antisémitisme, c'est possible, mais ça ne se fait pas par décret. Voilà, ça, je suis convaincu de ça. Et tant que ce travail n'a pas été fait, moi, je me méfie. Par ailleurs, je pense qu'il y a dans l'idéologie du Rassemblement national, dans ses propositions, là pour le coup, il y a des choses qui sont profondément adverses des valeurs du judaïsme. Et je crois que chaque fois que les Juifs se sont compromis avec ce qui est leur contraire, chaque fois qu'ils ont fait alliance avec des hommes, avec des pharaons, qui incarnent l'inverse de ce qu'ils sont, je crois que ça a été la source d'une corruption morale dont les effets ont tardé à se faire sentir, mais qui ont été ravageurs. Voilà. Donc, alors, après, il y a la tactique politique, tout ça, c'est autre chose, notamment quand on est l'État d'Israël. Mais sur le fond, croire en l'amitié et faire alliance profonde avec des organisations qui représentent le contraire de cette obligation d'excellence, de cette exigence d'exception, de ce souci de l'autre homme qui caractérise le judaïsme, de cette ouverture à l'étranger, par exemple, qui est l'un des leitmotifs de nos textes et l'un des soucis de nos décisionnaires et de nos maîtres, faire alliance avec celles et ceux qui considèrent tout ça comme quantité négligeable, je pense que c'est source
de ruine à terme pour l'âme juive, que je pense que c'est extraordinairement dangereux. Voilà. Après, nous sommes à la veille des élections européennes, vous avez raison. Je ne vous dis pas que les partis les plus modérés sont à la hauteur de l'enjeu, ce qui nous occupe là. Hein. Moi, je crois qu'il y a la question de la montée de l'antisémitisme. D'ailleurs, je vais vous en dire un mot après, et on terminera là-dessus. La question de la montée de la déferlante antisémite, je crois que c'est le problème européen numéro 1. L'Europe s'est construite contre ça. L'Europe s'est construite sur le plus jamais ça de l'antisémitisme. Le fait que le ça revienne quand on menace de lyncher une chanteuse à Malmö en Suède, lorsque on pratique un quasi-antisémitisme d'État dans certains parages du pouvoir espagnol, ou lorsqu'on met les mains rouges à Sciences Po, c'est le contraire de l'Europe. Bien. Et je crois que les partis de droite et de gauche ne sont pas à la hauteur de ça. Ils tardent à le comprendre. Et c'est beaucoup plus important pour l'avenir de l'Europe, ça, la question de Sciences Po, la question de Malmö, la question de la résurgence de l'antisémitisme partout, que d'autres questions techniques ou politiques ou économiques. On se pose. Bien. Donc, là, il y a une exigence. Et c'est ce que je voulais vous dire. Et je vous le dis très solennellement, très officiellement. J'organise, je dirige une petite revue qui s'appelle La Règle du jeu, qui a pris l'initiative quelques jours avant le vote des Européennes. Le vote des Européennes, c'est le 9, ou le 9. Eh bien, le dimanche 9, le lundi 3 juin, j'organise dans un théâtre parisien, et vous êtes tous invités, il faut juste s'inscrire, qui s'appelle le Théâtre Antoine. Je vous ferai passer tout ce qu'il faut. Un grand rassemblement républicain pour dire ça, pour dire à M. Bellamy, à M. Glucksmann, à Mme Hayet, réveillez-vous. La question de cette déferlante il est impensable que la campagne s'achève sans que cette question soit clairement posée. Il est impensable qu'un député, qu'un candidat entre dans le Parlement dont Mme Simone Veil, rescapée d'Auschwitz, fut la première présidente, sans avoir en tête de son agenda, au cœur de son cœur et de sa tête, cette exigence-là d'arrêter la déferlante antisémite. Donc moi, je fais un rassemblement le 3 pour dire ça. Il y aura à la tribune le président du Sénat, la présidente de l'Assemblée nationale, des intellectuels, des figures morales, des hommes politiques, et nous interpellerons, et venez, inscrivez-vous, nous interpellerons les candidats aux élections européennes, en leur disant, il y a là un défi majeur pour l'Europe. L'Europe se défera si la déferlante n'est pas endiguée. Il vous appartient de le dire. À vous, tête de liste candidats français, à vous, candidats européens, eux aussi seront représentés, etc. Voilà. Donc ça, je suis d'accord que la classe politique n'est pas à la hauteur. À nous de la requérir. À nous de la requérir. Et ça, c'est le Théâtre Antoine. Vous me donnerez votre mail, je vous enverrai l'invitation. Faites-la, Monsieur le Président, s'il vous plaît, circuler cette invitation, et que Créteil vienne en force au Théâtre Antoine le 3.